Est-ce que pour vous, la réussite de Kimi Antonelli est surprenante? D'un côté, on peut dire que oui, parce que c'est un jeune pilote et on ne s'attendait pas à tant de performances de son côté, et d'un autre, bah non, parce qu'en fait, il a juste la meilleure voiture. Dans les deux cas, il y a une chose sur laquelle on peut être certain, c'est que tout ça, ça n'aurait pas été possible il y a encore quelques années. Mais ça n'a rien à voir avec leur voiture. Parce que ce dont on va parler aujourd'hui s'intéresse à toute autre chose. On va s'intéresser à un travail qui a demandé à Mercedes plus de 10 ans à mettre en place. Ça a été dur, complexe, et ça a demandé une refonte complète de leur identité. Et ça porte enfin ses fruits aujourd'hui. Je vous propose qu'on aille se plonger au cœur de Mercedes et de leur culture, et on va expliquer pourquoi la réussite de Kimi Antonelli n'est pas le fruit du hasard. Tout débute fin 2009. Mercedes annonce son retour en Formule 1 en tant que constructeur après avoir racheté l'écurie championne du monde Brown GP. Et dès le début, il se retrouve face à un gros problème, avant même d'avoir complètement repris l'équipe. Parce que si le directeur de l'équipe Ross Brawn y reste pour diriger le projet, c'est pas le cas de tout le monde. Dès le lendemain de la dernière course de la saison, le second pilote Rubens Barrichello, il annonce son départ chez Williams. C'est le premier coup dur, mais c'est pas le seul. Parce que dans les semaines qui suivent, le nouveau champion du monde, Jenson Button, il négocie un nouveau contrat. Forcément, il est devenu champion du monde, c'est normal pour lui de négocier un plus gros salaire. Sauf que ça bloque, et ils n'arrivent pas à trouver un accord. Donc Button il va quitter également l'équipe pour rejoindre McLaren. Mercedes lance donc son projet en Formule 1, mais n'a plus aucun pilote. C'est pas le meilleur des démarrages. Mais le patron Ross Brawn, il va pas se laisser abattre, bien au contraire. En fait, il a une idée derrière la tête, et elle va vous surprendre. Parce que c'est un pari qui va choquer non seulement le monde de la Formule 1, mais surtout le monde du sport en général. Il faut comprendre que Mercedes revient en Formule 1 pour gagner, mais également pour relancer l'intérêt autour de la marque. La crise économique de 2008 frappe toujours l'Europe, et le marché ne se porte pas bien. Mercedes, c'est un constructeur qui a une image vieillissante, moins clinquante que ses concurrents BMW ou Audi. Alors pour eux, rentrer en Formule 1 à ce moment-là, c'est une bonne opportunité pour permettre une communication plus dynamique et attirer une clientèle plus jeune. Sur le papier, c'est bien, mais comment bien exécuter le plan? Parce que Ferrari est là et c'est la plus grande marque de ce sport et même du monde. Il y a aussi Red Bull qui s'est engagé récemment et ils commencent petit à petit à creuser leur trou avec Sebastian Vettel. Puis McLaren, il possède l'un des pilotes les plus talentueux de la grille avec Lewis Hamilton. Comment faire? Surtout quand on veut rentrer à moindre coût et ne pas dépenser trop d'argent. C'est là que l'idée de Ross Brawn est ingénieuse, parce que lui ça fait longtemps qu'il est en Formule 1, donc il connaît du monde. Et vu qu'il a gagné à plusieurs reprises, il sait convaincre. Si vous acceptez de le suivre dans un projet, il y a de grandes chances que ça fonctionne. Alors il n'arrive pas à convaincre Button de rester, certes, et ils n'ont pas encore les moyens pour signer Hamilton, Alonso ou Vettel. Par contre, il est capable d'aller convaincre un pilote. Un pilote avec qui il a déjà gagné. Un pilote qui a fait rêver les fans du monde entier pendant plus de 15 ans. Celui avec qui il a écrit les plus belles pages de la Formule 1 et de Ferrari. Michael Schumacher. Michael Schumacher, il va s'engager pour 3 ans avec Mercedes. Et l'objectif pour lui, il est simple. Les faire gagner, tout simplement. Mais une question se pose désormais. En fait non, il y a 2 questions. Et les réponses, elles ne sont pas simples, car elles sont liées. Parce que Schumacher dans l'équipe est autant une bénédiction qu'un potentiel frein. Mercedes revient comme novice dans la discipline. Ils n'ont pas les plus gros moyens et vont devoir optimiser tout ce qu'ils vont faire. Recruter Schumacher, c'est s'assurer d'avoir un pilote d'expérience qui va leur permettre d'avancer dans la bonne direction. Et c'est une bonne chose. Mais du coup, on met qui dans la seconde voiture? On pourrait placer un deuxième pilote d'expérience pour avoir un autre retour technique aiguisé. Sauf que le problème, c'est que de nombreux pilotes, ils ne veulent pas être le coéquipier de Schumacher. Parce que oui, venir à côté de lui, c'est accepter d'être le second de l'équipe. Et à un moment donné, quand on est à un stade avancé dans sa carrière de pilote, on n'a pas forcément l'aspiration d'être un second. Alors dans ce cas-là, on peut placer un jeune pilote qui va pouvoir d'une part profiter de l'expérience de Michael pour progresser, mais également apporter un regard nouveau sur le travail à faire. La jeunesse dans une équipe, c'est toujours important. Ça permet de ne pas rester bloqué. Mais là aussi, il y a quelque chose qui bloque. En interne, la culture, c'est pas de faire signer de jeunes pilotes. Ils sont pas là pour les faire grandir. Ce que Mercedes veut, ce sont 2 pilotes déjà établis à qui on donne une voiture et eux, ils se débrouillent pour en tirer le maximum de la performance. Alors après pas mal de recherches, ils trouvent le profil idéal, un juste milieu. Il est encore jeune, il a 24 ans, mais il possède déjà 4 ans d'expérience dans la discipline.
Donc ça y est, Mercedes tient ses 2 pilotes. Une immense légende de la Formule 1 qui va attirer l'attention sur l'équipe chaque week-end de course et les aider à développer une structure capable de gagner. Et à côté, un jeune pilote qui est prêt à performer tout de suite et qui endossera à l'avenir le rôle de leader. Mercedes arrive donc en Formule 1 avec comme stratégie de mettre des pilotes déjà bien rodés dans leur voiture. Ce sera le cas de 2010 à 2012, dernière année de Michael Schumacher, puis en 2013 ils poursuivront dans la même logique en signant Lewis Hamilton, un excellent pilote de 28 ans, champion du monde en 2008 et qui connaît très bien la Formule 1. Et c'est une stratégie qui paye, puisqu'en 2013 ils remportent leur première course avec Hamilton. Et l'année suivante, en 2014, leur premier titre mondial, suivi d'un second en 2015. Et puis en 2016, alors que rien ne semble arrêter les flèches d'argent dans leur conquête de titre mondial, les choses commencent à bouger à l'arrière. Parce que la relation entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg, elle s'envenime de plus en plus. Et chez Mercedes, on se doute que ça ne pourra pas tenir comme ça encore très longtemps. Le nouveau directeur de l'équipe Toto Wolff, qui a rejoint l'équipe en même temps que Lewis, sent qu'il doit commencer à chercher de nouvelles options lorsque l'un ou l'autre décidera de quitter l'équipe ou la Formule 1. Alors ça n'arrivera pas demain, mais il vaut mieux être trop prudent que pas assez. Et dans ces cas-là, on peut regarder sur le marché des pilotes. Qui est-ce qui pourrait être disponible? Qui est-ce qui peut coller à l'équipe? Ou bien on peut choisir un tout autre chemin. À cette époque, Toto Wolff il passe encore pas mal de temps dans les paddocks de DTM, un championnat automobile allemand. Là-bas, il supervise la progression d'un jeune pilote de Mercedes, Pascal Wehrlein. Et à plusieurs occasions, il va avoir l'opportunité de discuter avec une personne. Une personne qui, sans le savoir à ce moment-là, va avoir un impact extrêmement profond sur Mercedes. C'est sans aucun doute le protagoniste le plus important de notre histoire. Sans lui, toute la suite n'aurait jamais existé. Il s'agit d'un homme qui passe ses journées dans les paddocks des catégories inférieures. Enfin, catégorie inférieure, même le karting en fait. Et lui, il a pour but de dénicher les talents de demain, ceux qui feront la gloire du sport automobile mondial. Il s'appelle Gwen Lagrue. Et en 2015, il travaille chez Lotus dans le programme de développement de jeunes pilotes. En amont de la saison, il s'occupe d'un tout jeune pilote en GP3 Series. C'est un pilote qui est rapide et qui a tout pour faire partie des plus grands. Il vient de remporter le championnat d'Europe de Formule 3 devant notamment Max Verstappen. Sauf que malheureusement pour lui, les choses elles commencent à s'assombrir. Et pourtant c'est pas les résultats en piste le problème, non bien au contraire, c'est les finances. Parce que l'équipe de Formule 1 Lotus elle est en proie à de grandes difficultés financières et elle va sûrement mettre la clé sur la porte à la fin de la saison. Ça pourrait tout simplement être la fin pour ce talentueux pilote. Alors non pas abattu, Gwen Lagrue, il va chercher toutes les solutions possibles pour lui permettre de continuer sa carrière. Et c'est alors qu'une idée va émerger. En fait, son pilote il a remporté le championnat avec un moteur Mercedes. Alors pourquoi ne pas simplement aller les voir et les convaincre en fait de soutenir son pilote? Et c'est à ce moment-là, précisément, que son chemin et celui de Toto Wolff se croisent et vont se lier. Parce que le patron de Mercedes, il veut bien accepter, mais à une seule condition. Il doit remporter le championnat de GP3 avant. Deal accepté, le destin est désormais entre les mains du pilote. Et grâce à une régularité exemplaire, il va réussir à gagner le championnat. Et grâce à ce titre, il intègre le nouveau programme de jeunes pilotes de Mercedes. Et ce n'est pas le seul, puisque Gwen Lagrue également rejoint Mercedes afin de diriger ce nouveau projet. D'ailleurs, ce pilote, c'était Esteban Ocon. Début 2016, le programme compte dans ses rangs Pascal Wehrlein, qui va faire ses débuts en Formule 1, et Esteban Ocon, qui va devenir pilote de réserve pour Renault et d'essai pour Mercedes, en plus d'un programme de DTM. Ce sont deux très bons pilotes, en lesquels Mercedes croit beaucoup. Mais bon, ils ont beau croire en eux, c'est pas tout à fait les profils que l'équipe recherche. Parce que dans le fond, ils ont une idée très précise de ce qu'ils veulent pour leur programme de jeunes pilotes. C'est un peu l'inverse de ce que fait Red Bull. En fait, ils ne souhaitent pas avoir un vivier énorme de talents et au fur et à mesure des années faire un tri pour ne conserver que les meilleurs. Et ils ne veulent pas non plus recruter à tous les âges, dans toutes les catégories. C'est pas du tout la philosophie. Ce qu'ils veulent, c'est littéralement faire grandir que quelques pilotes avec eux. Ils auront à peine 10-11 ans quand ils intégreront la structure et ils vont découvrir la vie avec Mercedes à leur côté. Gwen Lagrue et son équipe veulent être présents à toutes les étapes importantes de la vie de ces jeunes pilotes. Ils ne veulent pas simplement donner un chèque et récupérer leur investissement une fois en Formule 1. Ce qu'ils souhaitent, c'est de créer un lien profond entre le jeune pilote et l'équipe. C'est un pari colossal parce que c'est celui de la loyauté.
et tu peux pas savoir en avance comment la relation elle va se dérouler. Alors forcément, lorsque Lagru il va sur les pistes de karting, ce qu'il cherche avant tout, c'est un pilote capable de gagner des courses. C'est la base. Mais pour coller à la philosophie de Mercedes, il faut bien plus que ça. Parce que Mercedes, pour qu'un pilote réussisse chez eux, il va avoir besoin d'autres choses, qui sont tout autant, voire plus importantes que la vitesse. Et c'est même logique, parce que si vous savez que vous allez passer plus de 10 ans avec une personne, qui est-ce que vous allez choisir? Celui qui pense tout savoir et qui a du mal à écouter les conseils, ou bien celui humble qui accepte la critique et la remise en question? On est d'accord, à 11 ans, ce ne sont que des enfants, et il y a encore beaucoup de choses qu'ils doivent apprendre. Mais Lagru et ses équipes doivent être capables de reconnaître dans leur personnalité les pilotes qui colleront plus ou moins facilement à ce qu'ils cherchent. Ça reste avant tout un travail de contact humain, et le savoir-être, c'est pas négociable. Encore plus quand on sait qu'emmener un pilote de karting jusqu'à la Formule 1, ça coûte 10 millions d'euros. La marge d'erreur, elle ne doit juste pas exister. Alors ils vont chercher. Et en 2016, personne d'autre ne rejoindra l'académie. Mais en 2017, ils vont trouver un candidat idéal, rapide et qui colle avec les valeurs de l'équipe. Ce candidat, c'est George Russell. Et il va rejoindre l'académie. Et il a 19 ans. En fait, c'est peut-être pas tout à fait ce qu'il cherche. Bref, revenons désormais rapidement fin 2016. Après une bataille au championnat du monde étouffante, Nico Rosberg sort vainqueur de son duel face à Lewis Hamilton. Mercedes, clairement, ils sont sur le toit du monde. 3 titres constructeurs et pilotes en 3 saisons. Hamilton et Rosberg, ils pilotent à un très très haut niveau, ils ne laissent rien à leurs adversaires. Et avec cette victoire de l'Allemand, les attentes pour la saison 2017, elles sont énormes. Tout le monde s'attend à de nouveau une bataille immense entre les deux et veut absolument voir la revanche de l'Anglais. Et puis Rosberg, il annonce sa retraite, dans la foulée de son titre. C'est le choc pour tout le monde. Mais surtout Mercedes, qui avait annoncé plus tôt dans l'année sa prolongation jusqu'en 2018. En fait, c'est même la catastrophe pour eux à ce moment-là. Parce qu'on est début décembre, la nouvelle saison elle démarre dans à peine quelques mois et la plupart des pilotes ils sont déjà sous contrat. Comment faire un choix éclairé quand le temps il presse comme ça? Combien d'argent investir s'il faut racheter un contrat? Qui serait un bon fit pour leur équipe? Faut-il engager un pilote pour 1 an, 2, 3 et trouver un autre profil? Que faire? En interne, ils vont devoir prendre une décision cruciale avec très peu de temps. Les enjeux ils sont énormes, c'est le succès de l'équipe pour les années à venir qui est en jeu. Alors quelques jours après cette annonce, les premiers noms ils commencent à circuler. Naturellement, il y a certaines voix qui commencent à plaider pour que dans la monoplace, on place l'un de leurs 2 jeunes pilotes. Après tout, ils font partie de la maison, ils sont bien là pour une raison. Verlaine, il vient de conclure sa première saison en Formule 1, il connaît déjà bien les bases. Alors certes, il n'a pas fait une saison étincelante, mais il est parvenu à marquer des points, avec une voiture qui est plus que mauvaise. Et en plus, il est allemand, que demander de plus? Chez les copains de Red Bull, là, ça a fonctionné cette année avec le jeune Verstappen. Pourquoi pas? Sauf que chez Mercedes, cette option, elle ne passe pas. Parce que même si ça a beau faire 3 ans qu'ils dominent le championnat sans aucune concurrence, fondamentalement, ils peuvent pas. Parce qu'en fait, c'est toute une organisation qui reste jeune. La culture sur laquelle ils sont basés, c'est un élément important pour eux. Dans leur vision des choses, ils ne se sentent pas du tout capables de placer un jeune pilote qui n'a encore rien prouvé. Alors ils refusent cette idée. Verlaine, il n'est pas prêt, Mercedes n'est pas prêt, et ils mettront aux côtés de Lewis Hamilton Valtteri Bottas qui a déjà 4 années d'expérience dans la discipline. Et pour Pascal, son aventure en Formule 1, elle se terminera à la fin de la saison 2017. Aucun baquet ne lui sera attribué en 2018. Alors est-ce que Bottas a été le bon choix? En 2017, Mercedes, ils remporteront à nouveau les titres de champion du monde grâce à un étincelant Lewis Hamilton dans sa lutte face à Sébastien Vettel et Ferrari. Et début 2018, la bataille elle reprend de façon tout aussi intense. Sauf que Bottas, il n'arrive pas tellement à convaincre. Alors il est clairement pas au niveau d'Hamilton, de Vettel ou même de ceux qui étaient Rosberg. Et on arrive à la mi-saison et il est de plus en plus sous pression. D'autant plus qu'il y a un événement qui va accroître d'autant plus l'incertitude sur sa place chez Mercedes. En fait, en 2018, il y a une équipe qui est en grande difficulté. Et c'est le genre de problème qui sentent pas bon. Et pourtant, c'est même pas sur la piste, puisqu'ils sont à la lutte pour la 4e place du championnat du monde. Mais en fait, c'est sur le terrain de la justice que les choses prennent une tournure désastreuse. Parce que cette équipe, c'est Force India. Et le patron Vijay Mallya, il a des problèmes d'argent. En fait, il est plus capable de soutenir financièrement l'équipe, mais surtout, et encore pire, il fait face à la justice indienne qui demande son extradition de Grande-Bretagne pour, entre autres, des accusations de fraude fiscale et blanchiment d'argent. Alors, autant dire que faire tourner une équipe de Formule 1,
Ça devient de plus en plus complexe. Et sincèrement, le pire il est à craindre pour Force India. Il ne pourrait tout simplement plus être capable de participer au championnat. Alors les semaines passent, l'incertitude est présente et les nouvelles se font rares. Et puis lors du Grand Prix de Belgique, on a une annonce. Un groupe d'investisseurs parvient à rassembler les garanties nécessaires pour reprendre l'équipe. Tout le monde est soulagé. Tout va aller pour le mieux désormais. Sauf peut-être pour un des deux pilotes. Parce que cette reprise pourrait tout simplement mettre un terme à sa carrière en Formule 1. Parce qu'arrivé en 2017, il est très bon, hein, et rapidement il s'est mis au niveau de son coéquipier, qui est pourtant bien plus expérimenté. Donc c'est même pas la piste le problème. Encore une fois, question d'argent. Et je dis encore une fois, parce que c'est encore une fois Esteban Ocon. En fait, ce qu'il se passe, c'est que dans ce groupe d'investisseurs, il y a une personne qui dirige le projet. Et c'est quelqu'un qui n'est pas du tout étranger au sport automobile. Et il a même à ce moment-là un lien très important avec la Formule 1. Il s'appelle Lawrence Stroll. C'est un milliardaire. Mais avant tout, c'est le père d'un des autres pilotes qui est sur la grille. Lance Stroll, qui roule actuellement chez Williams. Le truc, c'est que Williams, ils ne sont pas bons du tout. Dernier du championnat et de très loin. Donc en reprenant Force India, il va simplement placer son fils dans l'équipe. Et étant donné que Sergio Pérez, c'est un pilote d'expérience, et surtout qu'il apporte une somme d'argent considérable grâce à ses sponsors, il ne va pas se passer de lui. Pérez, il est là depuis longtemps, il a de l'expérience, il marquera des points, et puis il va permettre à son fils d'apprendre. C'est super bien, c'est une bonne chose. Donc clairement, quand on dresse ce tableau, l'histoire entre la Formule 1 et Ocon risque de s'arrêter bien trop tôt. Un peu comme avec Pascal Wehrlein. Et là, on se rend compte que par deux fois, les pilotes du programme jeune de Mercedes, ils vont quitter la discipline sans avoir eu l'occasion de piloter pour eux. Mais ce week-end-là, en Belgique, Ocon, il va donner à Mercedes une très bonne raison de le titulariser à la place de Bottas pour 2019. On remet un petit peu de contexte. On est à la dernière partie des qualifications et une pluie torrentielle s'abat sur le circuit. Ce sont les pires conditions possibles pour le tracé le plus long de l'année. L'erreur, elle est vite arrivée et seuls les meilleurs pilotes parviendront à faire un temps rapide. Alors la Q3 démarre et les pilotes essaient tant bien que mal de faire chauffer leurs pneus. Les risques, ils sont présents et Valtteri Bottas en a la preuve. Déjà en crise de confiance, il part à la faute à la fin de son tour. Il ne pourra pas placer un chrono. Hamilton et Vettel, eux, ils arrivent à déjouer les pièges. C'est des champions du monde, ils sont excellents. Ils vont se placer premier et deuxième. Et là, alors que tout le monde s'attend à voir soit Raikkonen avec la deuxième Ferrari, ou bien les Red Bull de Verstappen ou de Ricciardo pour aller prendre la troisième place, ça va pas être le cas. À la stupeur générale, aucun de ces pilotes ne va rentrer dans le top 5. On va assister à l'un des plus beaux tours de qualification de la saison. Esteban Ocon, qui vient d'apprendre en quelque sorte qu'il ne pilotera pas pour Force India en 2019, va accrocher le troisième temps dans ces conditions dantesques. C'est ultra complexe, il y a des pièges de partout, il n'a pas du tout la meilleure voiture. Il faut minimiser les erreurs, mais il faut quand même prendre des risques. En se plaçant troisième, il vient de démontrer au monde entier son talent, et surtout qu'il mérite sa place en Formule 1. Franchement, tout le monde est subjugué par sa résilience mentale, et Lewis Hamilton va être le premier à le dire, il est sous le charme d'Ocon. Et en conférence de presse, il va simplement dénoncer le fait qu'il n'a pas de place pour la saison à venir. Pour lui, Ocon est l'un des tout meilleurs, et il vient de le prouver ce week-end. C'est pas normal qu'un pilote qui a plus d'argent que lui se retrouve en Formule 1. Et Vettel, il est d'accord. Il va réenchérir en disant qu'Ocon fait tout ce qui est juste et qu'une équipe devrait le signer pour la saison suivante. Alors là, logiquement, on pense tous à Mercedes. C'est leur jeune pilote, il est excellent. Il montre qu'il est capable de tenir la pression face à son coéquipier sur une saison complète. Il vient de démontrer qu'il est capable de placer à la 3e place des qualifications une voiture qui ne devrait même pas jouer plus que la 7e place dans des conditions chaotiques. Mercedes l'a signé pour ça, son talent, sa détermination, sa résilience dans l'adversité. Et avec le risque de ne plus le voir sur la grille l'année prochaine, Mercedes a l'occasion de enfin mettre dans leur voiture l'un des leurs, 4 ans après l'ouverture de leur programme de jeunes pilotes. Ce serait une immense réussite. Et le monde de la Formule 1 veut voir ça, les fans, la presse, et sûrement des gens en interne, non? Et non. Non. Ça bloque. Le championnat, il semble se durcir. Et il pense que la meilleure chose, c'est la stabilité et une paire de pilotes avec toujours plus d'expérience. Alors oui, Bottas n'est pas étincelant. Mais ils ont Hamilton pour ça. Le Finlandais, il marque les points qui suffisent et ne provoque pas de tension en interne. Alors pourquoi placer un jeune pilote à qui il va falloir faire découvrir le très haut niveau? C'est trop risqué. Mercedes ne change pas sa culture, ça leur semble inconcevable de prendre de tels risques. Alors ils vont prolonger Bottas pour une année supplémentaire et Ocon ne trouvera pas de baquet. Il ne sera pas sur la grille pour la saison 2019.
Mercedes finira champion en 2018, après que Ferrari et Vettel aient complètement craqué en deuxième partie de saison. Et puis en 2019 et 2020, il n'y aura plus d'adversité. Et ils vont remporter les titres pilote et constructeurs sans difficulté. Honnêtement, le monde de la Formule 1 commence à en avoir marre de cette domination. Surtout depuis que Rosberg est parti, parce que Bottas, lui, il est incapable de proposer une bataille à Hamilton. La domination, elle est sur la piste et en dehors de la piste. Mercedes, c'est Lewis Hamilton. Et les voix commencent à être de plus en plus poussantes. On veut voir à côté de Lewis quelqu'un capable de le challenger. Donc tous les week-ends, la question, elle revient. Est-ce qu'il ne serait pas temps de mettre un autre pilote à ses côtés ? D'autant plus que les autres équipes, elles acceptent de prendre des risques pour progresser et provoquer d'autres changements. Red Bull déjà en 2016 avec Verstappen, mais désormais également McLaren, qui a titularisé début 2019 le jeune Lando Norris à seulement 19 ans. Et puis peut-être encore plus marquant, leur grand rival de la dernière décennie, Ferrari, décide également de prendre le pari de la jeunesse, même sans expérience. Parce qu'après seulement une demi-saison chez Sauber en 2018, Charles Leclerc est officialisé pour prendre la place de Kimi Raikkonen à partir de la saison 2019. Le monde de la Formule 1 avance, les jeunes commencent à prendre le pouvoir et Mercedes doit suivre le mouvement. Et ça tombe bien, car ils ont de nouveau un candidat avec leur jeune pépite anglaise, George Russell. Cela fait maintenant 2 saisons qu'il pilote brillamment chez Williams, et malgré une très mauvaise voiture, il est capable de sortir de très bons résultats. De plus, il semble démontrer une certaine maturité, que ce soit dans son pilotage ou lors de ses prises de parole dans la presse. En réalité, ce serait même un très bon complément pour Hamilton. Il apporterait de la jeunesse et un second souffle en interne. Il provoquerait sûrement de l'innovation et un nouveau challenge dans une structure qui se repose désormais sur ses acquis. Et puis ce serait parfait pour le former à prendre la suite de Lewis. Une superbe transition pour les années à venir finalement. Honnêtement, les choses semblent s'aligner pour que cette fois-ci ce soit la bonne et que enfin un pilote du programme Mercedes soit mis dans la voiture. Mais bon, vous commencez à connaître la chanson, Bottas il est prolongé et Russell continuera chez Williams pour 2021 pour une 3e saison. Mercedes reste fidèle à ses principes et ne veut pas bousculer une équipe qui gagne. Et en réalité, avec le recul, c'est ni surprenant ni même incohérent. Sauf qu'il y a un événement qui va venir complètement faire exploser leur logique en plein vol. Nous sommes à la fin de la saison 2020, lors du Grand Prix de Sakir. Lewis Hamilton, il attrape le Covid et il doit être remplacé. Mercedes voit l'opportunité parfaite de placer Russell dans leur voiture le temps d'un week-end. La comparaison avec Bottas, elle va être directe, à voiture égale, qui sera le meilleur. Sauf que en réalité, le combat il va pas être équitable, évidemment, puisque l'un est là depuis 4 ans, connaît de la voiture, et l'autre n'aura à peine que quelques heures pour pouvoir... Seulement 26 millièmes séparent Russell et Bottas. Comment dire, c'est incroyable. Comment c'est possible même ? Avec un écart si faible, la course, elle risque d'être incroyable en fait. Alors après un scénario de course complètement dingue, Russell n'arrive malheureusement pas à remporter sa première victoire en Formule 1. Mais aux yeux de tous, c'est lui le véritable vainqueur. Ce soir-là, dans la chaleur de Bahreïn, le grand public a découvert le vrai talent de George Russell. Mais pour les fans hardcore de Formule 1, qui ne doutaient pas de son talent, ça a surtout prouvé une chose, ça l'a confirmé, et c'est bien plus profond. Mercedes est une organisation frileuse qui doute sur les jeunes. Toutes leurs craintes concernant l'adaptation et un niveau de performance pas encore assez aiguisé sont en fait pas fondées. Russell il n'a eu que 3 séances d'essai dans une voiture qui n'était même pas adaptée à sa taille. Et pourtant il a été au niveau. En fait ils auraient pu placer Verlaine et ça aurait sûrement pas été catastrophique. Ils auraient pu placer Ocon et il aurait pu faire aussi bien voire mieux que Bottas. Ce soir-là, George Russell il a exposé aux yeux de tous que la culture de chez Mercedes doit changer. Car les pilotes sont prêts à accepter ses responsabilités. Même s'ils sont jeunes. Parce que dans le fond, si ça ne change pas, à quoi bon s'engager avec eux dans leur programme de jeunes pilotes si au final, même quand ils sont prêts, on ne leur donne pas l'occasion de rouler dans l'équipe. Ce conservatisme, il va se retourner contre Mercedes qui en 2021 finira par ne pas remporter le championnat pilote
en partie parce que Bottas n'aura pas été capable de finir suffisamment de fois devant Max Verstappen. Alors résignés et sûrement devant le fait accompli, ils finiront par placer George Russell dans leur monoplace à partir de la saison 2022. Il aura fallu attendre 2022 pour enfin voir un pilote de leur académie accéder à l'un de leurs deux baquets. Sauf que comme on l'a vu, ni Ocon ni Russell n'étaient exactement les profils recherchés. C'était déjà des pilotes de monoplace de niveau continental. Alors en 2017, je vous ai dit, la grue il a signé Russell chez Mercedes. Mais il a continué de chercher. Il a parcouru les paddocks et en novembre, il a enfin trouvé ce que Mercedes recherche. Il n'a que 11 ans, mais il court déjà dans des compétitions internationales de karting. Il est fort, très fort. La grue dit qu'il n'a rien vu de tel depuis Max Verstappen. Alors les premiers échanges se font. Et en plus d'être rapide, il semble coller parfaitement à la philosophie de Mercedes. Il est calme, intelligent, sait déjà prendre du recul sur les choses, respectueux. Bref, le profil, il est parfait. Il ne reste plus qu'à convaincre le board de Mercedes de commencer à investir sur lui pour les années à venir. La grue en est convaincue, c'est lui le futur champion. Le board accepte et à partir de 2018, Kimi Antonelli rejoint officiellement le programme de Mercedes. Dans les années qui suivent, il poursuit son développement en karting et remporte en 2018 4 titres, que ce soit en championnat ou en événement d'un jour. Et puis en 2019, ça sera 6, avec notamment le championnat d'Europe de karting. Et en 2020 et en 2021, il continuera d'empiler les trophées avec cette fois-ci 2 titres de champion d'Europe en catégorie senior. Son parcours en karting est remarquable. Kimi est définitivement un pilote très rapide. Mais en 2022, il est désormais temps pour lui de passer un cap et de rentrer en monoplace. Est-ce qu'il va être capable de démontrer la même capacité, la même résistance à la pression ? C'est un monde très différent qui va se présenter à lui et tous ne parviennent malheureusement pas à obtenir le même succès dans les catégories supérieures. Pour sa première saison complète en monoplace, il est engagé en Formule 4 italienne et en Formule 4 allemande. Un double programme qui demande de l'énergie et une très forte capacité mentale. Et c'est pas un problème pour Kimi, qui remportera les 2 championnats avec une avance confortable sur ses concurrents. C'est donc naturellement qu'en 2023, il est engagé dans 2 nouvelles catégories. Une nouvelle fois, ce sera un double programme avec des formules régionales du Moyen-Orient et d'Europe. Les voitures sont plus larges, plus lourdes et plus puissantes. Il faut savoir faire preuve d'adaptation rapidement pour lui s'il souhaite marquer des points et espérer remporter les championnats. Encore une fois, il va remporter les 2 sans trop trembler. En plus d'être rapide et de résister à la pression, il est capable de parfaitement s'adapter. Surtout qu'il y a quelque chose chez Kimi qui est super intéressant, c'est que même les week-ends où il ne remporte pas la course, il trouve le moyen de se mettre en avant, que ce soit en ayant fait la pole ou en ayant fait le tour le plus rapide. À ce moment-là, on commence sincèrement à voir qu'il est au-dessus des autres. Fin 2023, il figure comme étant le meilleur pilote de sa génération parmi les nombreux observateurs du sport automobile. Il est donc temps pour lui, après avoir remporté la F4 et la Formule régionale, d'aller à la prochaine étape, c'est-à-dire la Formule 3. Sauf qu'à la surprise générale, Mercedes décide de ne pas l'inscrire. On comprend pas trop ce qui se passe. Pourquoi c'est la suite logique. Est-ce qu'il ne trouve pas assez prêt, malgré ses victoires ? En fait, si. Il est même peut-être trop prêt, en fait, pour cette catégorie. Mercedes se dit, pourquoi, en fait, pas voir plus grand que ça ? Pourquoi, en fait, pas l'inscrire directement en Formule 2, à seulement 17 ans ? C'est un choix osé, surtout venant de Mercedes. Et beaucoup ne comprennent pas. Notamment le patron de Prema Racing, l'équipe avec laquelle il court depuis plusieurs années. Lui, il pense pas que ce soit une bonne chose. Faut laisser le temps au petit de grandir. Faut le laisser mûrir à un rythme normal. Pour lui, dans 2 ans, il sera pas prêt pour la Formule 1. Il a que 17 ans. Bon, en vrai, qu'importe. Mercedes, ils vont quand même le placer en Formule 2, quoi qu'il en coûte. Ils sont sûrs d'eux. Et en vrai, si on réfléchit un peu, c'est pas un si mauvais pari. Parce que c'est une nouvelle monoplace. Pour tous les pilotes. Donc ça va permettre à Kimi de partir avec la même base que des pilotes qui sont plus expérimentés, qui ont déjà fait 2 ou 3 ans en Formule 2. Alors ça y est, 2024 est là, la Formule 2 va commencer et la presse se tourne petit à petit vers le prodige italien, le rookie de 17 ans et ce qu'il peut exister dans ce championnat. Le jump il paraît complètement énorme, Il y a beaucoup de différences par rapport aux catégories précédentes. Est-ce qu'il va être capable de gérer la pression ? Et dès le début de la saison, les choses elles ne se passent pas exactement comme prévu. Parce que Prema, ils sont connus pour leur voiture très rapide et leur expertise, leur adaptation, leur performance. Mais là, ils ont du mal, ils n'y arrivent pas. Kimi va donc devoir se battre avec une voiture qui est moins forte que prévu. Et lors des premiers Grands Prix, il ne remporte aucune course. Même pire, même pas un petit podium ou un meilleur tour en course, rien.
Alors certains commencent déjà à douter de sa capacité à performer maintenant que la pression est encore plus haute. Est-ce que c'était en fait trop tôt malgré son talent indéniable? Forcément, Mercedes, il tempère devant la presse et rassure, c'est un jeune pilote, il faut lui laisser le temps de faire ses preuves. Et du côté de Kimi, lui, il essaie d'expliquer qu'il essaie de comprendre la monoplace, qu'il apprend toujours plus chaque jour qui passe, qu'il a besoin de peut-être un peu plus de temps. Le temps, oui, mais en 2024, c'est une année spéciale pour Mercedes, très spéciale même. Parce que, comme vous le savez, à leur grande surprise, à la surprise générale, Lewis Hamilton, il a annoncé quitter l'équipe à la fin de la saison. Et donc Toto Wolff, il a pour mission de lui trouver un remplaçant. Alors des pistes sont ouvertes, notamment celle de Max Verstappen ou bien Carlos Sainz. Parce que ce sont des pilotes qui fondamentalement s'ancrent parfaitement dans la culture de Mercedes, expérimentés et ont fait leurs preuves. Et au sein de l'organisation, ce sont des profils qui plaisent, il n'y a rien à dire. Mais un homme, l'un des rares à qui on consulte son avis dans ce genre de situation, va proposer une voie complètement différente. Et si après les échecs de Verlaine, Ocon et à demi-mot Russell, il ne faudrait pas donner sa chance à Kimi? Pour Gwen Lagrue, ça serait un bon fit. Et les réactions internes, elles vont pas se faire attendre. Pour certains, c'est de la pure folie. Le même Kimi qui n'a pas encore fait un seul podium en Formule 2 cette année. Le même pilote qui n'a pas encore fait une seule course de Formule 1. Est-ce qu'il est même monté dans une Formule 1 déjà? Il n'a pas d'expérience, c'est hors de question. Et puis quand les rumeurs montent et qu'on commence à poser la question à l'intéressé, celui-ci il répond qu'il ne sait pas s'il est prêt. Il a encore beaucoup de choses à apprendre. Il fait encore beaucoup d'erreurs, notamment sur les détails qui comptent vraiment. L'affaire est donc réglée. Il n'a pas d'expérience. Allez, pilote suivant. Mais cette idée-là, elle travaille Toto. Parce que dans le fond, avec désormais plus de 10 ans d'expérience et de demi-échecs avec ses pilotes du programme de jeunes, il a peut-être plus envie de reproduire les mêmes erreurs que dans le passé. Donc si le problème c'est l'expérience, autant lui en donner. Alors début avril, Mercedes va offrir à Kimi l'occasion de faire ses preuves lors d'un test privé en Autriche. Malgré ses difficultés en Formule 2, finalement, il y a pas mal de personnes en interne qui croient en lui. Lors de ces tests privés, il va devoir montrer qu'il est au niveau de la Formule 1 et que l'on peut compter sur lui. Ce week-end-là, la neige est de la partie. Il fait froid, faut surtout pas cracher la voiture. S'il veut rentrer directement chez Mercedes et ne pas suivre le même chemin que Ocon ou Russell, il va devoir prouver maintenant. Et donc, ce test, il se passe. Et lorsque les résultats tombent, c'est positif. Il est rapide. Alors, Mercedes lui en fait passer un second. Même résultat. Et donc un troisième, et un quatrième. Et à chaque fois, Kimi, en fait, il impressionne. Il commence à faire retourner les vestes chez les plus sceptiques. Finalement, un jeune qui a pas d'expérience, peut être rapide dans la Mercedes. Ce qui se passe, c'est que toute une culture qui a été bâtie pendant plus de 15 ans, qui a commencé à être craquelée par George Russell, est en train de complètement s'effondrer grâce à Kimi Antonelli. Alors oui, il va faire des erreurs. Et oui, il ne remportera sûrement pas de course tout de suite. Et oui, il faudra lui apprendre un paquet de choses. Mais peut-être qu'à la fin, la récompense, elle pourrait être bien plus belle. Pour Kimi, le timing, il est parfait. En 2025, Mercedes ne joue pas le championnat constructeur. Et ce sera la dernière année avant une nouvelle réglementation qui devrait leur être plus favorable. Pendant un an, il aura l'occasion de s'acclimater à l'équipe et à toutes les choses qui s'en suivent. Kimi doit être leur pilote. C'est plus une option. Alors l'idée continue de grandir et commence à s'affirmer de plus en plus. Et après quelques mois, en septembre à Monza, en Italie, chez lui, Mercedes annonce Kimi en remplacement de Lewis. Alors ça y est, 2025, c'est l'année où Mercedes aligne sur la grille 2 pilotes issus de leur programme. C'est une vraie réussite. C'est quelque chose où on pensait que seul Red Bull en était capable. Kimi Antonelli, c'est l'aboutissement de 10 ans de travail en interne chez Mercedes. Emmener un enfant qui rêve un jour de Formule 1 au sommet du sport automobile. Il est la preuve que la culture chez Mercedes pouvait changer et que la réponse ne se trouve pas toujours dans les pilotes les plus connus. Alors à l'heure où j'écris et je tourne cette vidéo, on est à la mi-2026 et Andrea Kimi Antonelli est le leader du championnat du monde avec 6 victoires. Ouais, c'est une vraie réussite pour Mercedes, on peut le dire. Et la question qui se pose désormais, c'est lequel des deux remportera un championnat en premier. Et je vais vous dire que seul l'avenir pourra nous le dire. Mais au vu de tout ce qu'on vient de voir, moi, j'ai ma petite idée. Mais bon, ça c'est une histoire pour un autre jour. Merci à tous. C'était Georges. Salut.